Pour moi, le défi des prochains 5 ans, c'est faire comprendre aux collectivités qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin et une urgence de donner vie au sol. Bienvenue dans le podcast Activer l'économie circulaire. Je suis Brieux Safré. Je suis Justine Laurent. Nous sommes fondateurs de l'agence de conseil et design Circulab. Nous travaillons avec les entreprises, collectivités et entrepreneurs pour concevoir leurs stratégies, produits et services et ainsi apporter des solutions aux enjeux de ressources et de résilience des territoires. Dans ce podcast, nous partons à la rencontre d'entrepreneurs, de dirigeants ou de porteurs de projets qui appliquent les principes du vivant et la pensée systémique pour concilier développement économique, inclusion sociale et régénération des écosystèmes. Vous pouvez nous retrouver sur le site circulab.com ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast pour rester à jour sur les meilleurs exemples d'économie régénérative. Bonne écoute à vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très content de recevoir Nicolas Rapetti. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Brieux. On est en Skype, alors il y a peut-être un petit décalage. Je suis très content parce que ça fait quelques années qu'on travaille ensemble. Tu fais partie du Circulab Network, mais c'est pas forcément pour ça aujourd'hui que on a lancé l'interview avec Justine. C'est plutôt pour que tu nous parles justement de Microterra. D'accord. Mais d'abord, est-ce que tout simplement tu peux nous présenter un petit peu ton parcours? Je suis italien, j'ai grandi en Italie, j'ai toujours eu la passion de la terre, de l'agriculture depuis jeune âge en fait. Mmh. Ça t'est venu comment cette passion? Enfin, je veux dire, tu vivais à la campagne ou tu... Non, justement, je vivais en ville l'hiver et en fait dans la campagne, dans un petit village du Côte de Mer méditerranéen l'été, et ça me permettait de faire beaucoup de balades en pleine nature, aller chercher des fruits dans la campagne, voilà, sauvage. Mais après, effectivement, c'est le fait de presque pas avoir de nature et d'avoir peut-être une nature très maîtrisée autour de moi à Milan, qui est ma passion pour le vivant, qui a poussé et a grandi. Voilà. Et des très jeunes âges, bon, après, je me rappelle pas de tout, mais je me rappelle de ma notion du fait qu'on polluait la terre déjà à l'âge de 9-10 ans, voilà. Donc là, tu veux dire fin des années 70 ou dans ces... Oui, je parle de fin années 70, par exemple, avec un film qui s'appelle Soleil vert, qui en tout à fait, oui. qui en fait mettait en scène cette terre surchauffée où il y aurait plus trop d'agriculture, mais qui est dans des serres très climatisées, et qui en fait la nourriture classique, standard, ce qu'on connaît aujourd'hui, serait une luxe, et qui en fait les gens ils étaient obligés de manger des protéines entre guillemets végétales, qui en fait à la fin on voyait dans le film qu'ils venaient d'une autre source. Et donc ça, c'est des images qui t'ont marqué, et donc tu as toujours un peu eu cette conscience de la terre au fond de toi, quoi. Oui, tout à fait. Et après, je me rappelle encore du voyage. Je fais un voyage vers 18 ans aux États-Unis, où j'ai vécu pendant 1 an, et en fait, j'étais allé aux Nations Unies, et il y avait le 2e rapport de l'état de la Terre, et j'avais acheté ça, et c'était déjà à l'époque, donc on parle des début années 90, et il y avait des constats alarmants, donc et ce type de texte n'existait pas ni en Italie, et je n'ai pris conscience à l'étranger en fait. Oui, bien sûr. Et donc de cette prise de conscience, en plus, comment t'as fait quoi comme étude? Enfin, comment t'as essayé de matérialiser tout ça finalement? Oui, j'ai décidé de suivre une filière d'études donc en sciences de l'environnement, qui venait juste d'ouvrir à Milan, et ensuite j'ai décidé de partir pour en fait vraiment de ouvrir mes horizons, qui à l'époque je trouvais qu'il n'était pas assez ouvert en Italie. Donc je suis arrivé en France, où il y avait début des années 90
plus de conscience environnementale, mais pas non plus extrêmement forte comme dans d'autres pays. Et dès là, en fait, j'ai décidé de travailler dans l'agriculture biologique, en tant que dans le commerce. Donc voilà, donc j'ai travaillé d'abord dans les produits techniques et donc tout ce qui était côté déchets de l'agro-industriel à l'époque. Et après, je suis passé sur le côté production, vente, commercialisation des produits biologiques. Et après, j'ai fait, dès là, je suis passé sur pendant quelques années sur l'agriculture conventionnelle, toujours dans la commercialisation, jusqu'à un jour en 2009, j'ai pris la décision de m'investir plus du tout du côté entre guillemets commercialisation des produits, mais agroalimentaire, mais d'avoir un impact plutôt réel et pratique dans ce que moi je réfléchissais comme une solution durable pour l'agriculture et les déchets organiques. Une sorte de crise de la trentaine, quoi. C'est ça. C'est ça. Et qu'est-ce qui te manquait dans les activités qu'est-ce qui te déplaisait au point de te dire, bon, ben voilà, je vais changer, je vais faire autre chose. Qu'est-ce qui te manquait dans ces expériences professionnelles précédentes? Et en fait, ce qui manquait, c'est qu'en fait, tout était bien. J'étais, entre guillemets, socialement reconnu. Je faisais un métier qui marchait bien. J'avais une équipe de gens avec qui j'ai travaillé, que j'ai managé. Mais à un moment donné, je faisais beaucoup de voyages à l'époque. J'ai changé des maisons, en fait, à l'époque. Donc, c'était un vrai... J'allais dans un autre pays, mais je mettais chaque fois dans la peau du pays, des gens qui habitaient dans les pays. Et je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai mis un peu en cause mes acquis. Et ça m'a apporté à une réflexion en disant non, mais il faut faire quelque chose, il y a des solutions à apporter. Mais en réalité, c'était vraiment presque un besoin qui vient du fond. En fait, c'était pas rationalisé comme ça. Hein. Je le rationalise après, mais à l'époque. Oui, t'arrivais pas trop à mettre les mots sur les choses, mais c'était des sensations, quoi. Voilà, et je pense que c'est ma passion de quand j'étais vraiment jeune qui a repris le dessus. Voilà. Ouais, d'accord, incroyable. Et donc justement, ça nous amène finalement à la création de Microterra, je suppose. Oui, mais en fait, la création, c'est passé en 2009. Et en fait, pendant un mois et demi, je me suis vraiment mis en cause. J'ai dit, je vais apporter des solutions durables. Et en fait, je suis parti par aucun acquis. Je me dis, j'ai fait le tour de la question, j'ai regardé partout ce qui se faisait, de l'énergie un peu éolienne, d'autres solutions qui à l'époque étaient amenées pour avoir une sorte d'économie verte en place. Et parce que par hasard, mais c'est pas un hasard, bon, je suis tombé sous l'ombre-compostage. Et en fait, dès là, pendant 6 mois, je me suis vraiment beaucoup informé et j'ai travaillé sous différents types de compost. Et dès là, en me renseignant, donc en lisant des livres et après en rencontrant les auteurs des livres, parce que je voulais vraiment aller au fond de la question, je suis parti à l'étranger, je suis allé en Suisse, en Hollande et en Angleterre. Et j'ai rencontré des spécialistes de l'époque, les plus gros spécialistes du compost, du compostage. Je fais des formations chez eux et à la fin, ceux qui m'ont apporté, ça m'a permis de dire bon, je peux me lancer et ma volonté. À un moment donné, c'était plus me lancer à petite échelle avec le lombricompostage, que je trouvais très bien, mais limité à des petites quantités, mais faire quelque chose à grande échelle. Mais donc, qui pouvait compter pour
produire à niveau agricole des quantités de nourriture. Et pour avoir un réel impact global, quoi. voilà, c'est ça. Enfin, systémique tout du moins, parce que global, Voilà. on pourrait entendre l'aspect mondial, mais bon, ça c'est tout ce que je te souhaite évidemment. Voilà. Mais bon, en fait, je voulais partir vers un changement d'échelle pour que la solution que j'apportais pouvait avoir un impact un peu plus important. Voilà. Et qui, à niveau surtout des territoires où je vivais, je vis encore. Voilà. Donc, D'accord. Bah justement, d'ailleurs, on l'a pas encore précisé, mais tu es basé où exactement? moi, je suis basé, mon entreprise est basée à Lunel, à côté de Montpellier. Mhm. Donc, en fait, ma réalité a été vraiment dans le Gard et l'Hérault, vers les collectivités d'abord de ces deux départements et les agriculteurs de ces deux départements. Voilà. Et donc justement, ça m'amène à la question, c'est quelle a été ton idée finalement? Qu'est-ce que tu as mis en place pour essayer d'avoir une plus grande échelle d'action, disons? Et en fait, l'idée, c'était qu'il manquait une liaison entre ce monde des déchets, qui en fait on considérait comme des déchets, Mhm. et le monde agricole. Et il manquait une liaison pour ces flux de matière, qui en fait c'est ce qu'on appelle entre guillemets les déchets verts. Donc les déchets verts, pour ceux qui ont peut-être pas forcément l'idée en tête, qu'est-ce que tu entends par déchets verts? En fait, c'est la coupe des haies que tout le monde qui a une maison fait au printemps ou à l'automne. Ou les lagages Les lagages, et tout ce qui est entretien des ronds-points, des allées boisées de la ville. Et ça, c'est pratique c'est surtout en ville, milieu urbain, périurbain. Et donc, c'est environ, on peut dire que chaque personne en France produit environ 5 kilos par an de cette, entre guillemets, déchets verts, qui c'est rien d'autre que du végétal, et qui finalement, on appelle aussi de façon un peu plus scientifique la biomasse. Et il faut se dire que cette biomasse, donc tout ce qui est feuilles, produit par les arbres, par les branchages, les haies, c'est la plus grosse source de biomasse et donc de matière sur Terre, parce qu'elle est produite par les plantes grâce à la photosynthèse. Et donc, il y avait un gisement qui était exponentiel, très grand, et qui en fait n'était pas utilisé de façon correcte selon moi. Et il était utilisé que pour faire ou du compost industriel et qui finalement n'était pas utilisé par les agriculteurs et surtout par les agriculteurs bio. D'accord. Parce que ça, habituellement, enfin, justement, ça donnait quoi comme type de traitement, enfin, avant ton idée, justement? En fait, à l'époque et encore aujourd'hui, sur les plateformes industrielles, on fait du compost entre guillemets industriel. Ça veut dire que ce compost, il est plusieurs fois retourné. En fait, ça veut dire qu'il est oxygéné plusieurs fois. Et ça permet en fait aux mécanismes de se multiplier et en fait de dégrader de la matière, parce que en fait les micro-organismes ils ont besoin de trois choses, c'est un abri, de la nourriture et de l'eau. Et en fait, plus on maîtrise ces trois facteurs, plus les micro-organismes se développent. Seulement que quand on donne tellement de nourriture et d'oxygène à ces micro-organismes, ce qui se passe, c'est qu'ils dégradent énormément la matière jusqu'à entre guillemets, à garder que la matière qui va plus dégrader parce qu'elle est carbonisée en fait. C'est une sorte de combustion que font les organismes, donc ils se multiplient jusqu'à qu'il reste que la partie la plus dure en fait. Ouais. Et donc les compostages industriels fait ça en fait, ça composte tellement de façon forte et continue qu'il reste que cette matière qui est finalement, quand on la met à la terre, ce compost, il est entre guillemets moins, il va donner beaucoup moins de nourriture aux bactéries, aux champignons du sol
parce que il est moins énergisant, parce qu'il n'y a plus cette côté cellulose, hémicellulose qui permet de donner de la vie au sol. Voilà. Et donc, ces composts, pour moi, ils étaient, entre guillemets, moins nourrissants pour les sols. Et c'est pour ça que j'ai pris le parti de dire, bon, on amène cette matière de façon délocalisée, donc en faisant des trajets qui sont beaucoup plus courts, directement chez l'agriculteur. Ouais. Et donc, en fait, la matière végétale, elle est collectée dans les déchetteries, amenée dans une plateforme de broyage, broyée, et ensuite elle est amenée chez les agriculteurs. Et tout ça, ça permet d'avoir un circuit beaucoup plus court et local. Et parce que ces plateformes de broyage, c'est possible d'en faire beaucoup plus que des plateformes de compostage, en nombre. Et il ne faut pas beaucoup de place, il ne faut pas de gros investissements. Il suffit d'avoir entre guillemets, une place et qui soit, entre guillemets, bétonnée la plupart des cas, et faire bouger un broyeur qui est utilisé à niveau d'un territoire, donc par plusieurs mairies, plusieurs collectivités. Et donc, une fois que le produit est broyé, nous, on prend en charge la matière, on l'amène chez l'agriculteur. Et ça permet donc de faire des économies d'échelle et des transports, et en plus d'avoir un produit qui qualitativement n'est plus un produit industriel, mais ce que nous on appelle entre guillemets un compost brut, mais qui garde en fait ses valeurs nutritionnelles entre guillemets pour le sol. Parce qu'en fait, ça amène vraiment l'essentiel de ceux qui cherchent les bactéries et les champignons dans les sols. Ça veut dire qu'ils cherchent une matière qui est encore pleine d'énergie. Avec du sucre, etc. Voilà, tout à fait. Et justement, enfin, pourquoi il y a cette sorte de compost industriel, c'est une question de gain de temps? Oui, en fait, parce que la technique du compostage industriel a été développée dans les années 70, et en fait, c'était la solution de l'époque. Donc, en fait, à l'époque, on centralisait partout le traitement de déchets. Donc, on faisait, c'est là qu'on a commencé à faire des centres de tri, de la collecte, et on pensait que la solution la plus viable, c'était de concentrer chaque fois les déchets d'un territoire dans un endroit et les traiter. Ouais, tout centralisé comme la plupart des choses en France, là. Voilà, donc centraliser ces déchets, le flux des déchets à un seul endroit. Et en fait, en faisant comme ça, il fallait faire vite et rapidement faire rentrer la matière végétale et de l'autre côté, la faire sortir rapidement. Donc, en fait, il fallait un traitement et qui, entre guillemets, après, il s'est volé normalisé, hygiénisant. Donc, c'était tout un processus, entre guillemets, validé par le côté scientifique. Mais ils sont allés tellement loin qu'ils ont créé une matière qui, finalement, était beaucoup moins intéressante pour les sols. Et c'est comme ça que c'est pratiqué depuis les années 70 et jusqu'à arriver après un développement fin années 90, donc avec des plateformes de compostage dans chaque, à côté de chaque ville où on centralisait tous les déchets végétaux. D'accord. Et les débouchés de ce compost industriel, c'est les mêmes que tu vises ou c'est encore d'autres débouchés? Les débouchés du compost industriel, c'est surtout les grandes cultures, mais aussi la viticulture. En fait, c'est des débouchés agricoles classiques, mais qui en fait de moins en moins intéressent aux agriculteurs bio qui cherchent un sol vivant plutôt qu'un sol entre guillemets assoupli et très riche en matière organique. Parce qu'il faut, en fait, ceux qui recherchent, c'est pas un taux de matière organique élevé dans leur sol, mais ce qu'ils recherchent, c'est un sol vivant où il y a un turnover de la matière organique qui est très important parce qu'en fait, la matière organique est mise dans le sol, elle est mangée rapidement par les micro-organismes et les bactéries, et ce turnover, c'est ça qui crée la fertilité du sol. C'est pas de mettre des matières organiques qui vont rester pendant plusieurs années dans les sols et qui en fait vont amener un bienfait effectivement physique au sol, mais moins de bienfaits entre guillemets biologiques. Donc ils donnent beaucoup moins de nourriture aux bactéries, aux champignons du sol. Ouais, c'est ça. C'était un petit peu ma question suivante. C'est les impacts aussi au niveau du sol. C'est donc comme tu le dis, c'est moins de vie. Est-ce qu'il y a d'autres impacts, enfin, quand il y a moins de vie, il y a peut-être moins de capture d'eau. Enfin, peut-être tu peux nous dire un mot là-dessus également.
déjà, ce que je peux dire, c'est que la matière organique végétale, matière organique, en fait, entre guillemets, toute la matière organique, déjà, n'est pas que végétale, elle est aussi animale, donc tous les fumiers. Et matière organique n'est pas seulement, bien sûr, les déchets verts qui sont collectés dans les villes, mais c'est tout ce qui est produit donc à niveau des végétaux. Donc, c'est la matière organique. Par exemple, les prairies produisent beaucoup de matière organique, les arbres produisent beaucoup de matière organique, et tout ça, c'est la production de biomasse qui va enrichir les sols. Voilà. Et donc, ta question, c'était? T'inquiète. En fait, c'est plus sur les impacts un peu écosystémiques de ce compost industriel. Oui. Qu'est-ce que ça provoque de mettre le compost un peu classique, Ouais, ouais. industriel? Parce que tu l'as évoqué déjà un petit peu. Il y a l'aspect comment dire, le sol est moins vivant, mais qu'est-ce que ça engendre en fait comme conséquence? Ouais. Donc, le compostage, comme nous on le privilégie, c'est le compostage à la ferme, donc un compostage délocalisé, donc directement chez l'agriculteur, qui va permettre d'avoir un produit entre guillemets semi-frais et dont les qualités vont rester en fait plus intactes que dans un compost industriel. Et qui vont permettre finalement de conserver un peu plus de carbone. Ces carbones donc qu'on économise dans les processus va intégrer plus facilement les sols et va permettre des gros avantages agroécologiques comme la limitation des intrants chimiques. Donc finalement, quand on met du compost, ça permet de faire des économies d'intrants, qu'ils soient chimiques ou organiques. Et en plus, ça permet, donc 1 kilo de compost, de matière brute, en fait, matière brute organique, permet de garder 6 kilos d'eau. Tu veux dire par mètre carré ou par... Non, là, 1 kilo de matière organique permet de garder 6 kilos d'eau. Ah oui, d'accord. Donc, ça veut dire que quand on intègre de la matière brute de qualité au sol, elle va capter beaucoup d'eau. Et le fait de garder de l'eau, ça va permettre effectivement de créer un écosystème vivant. Parce que les micro-organismes, s'il n'y a pas d'eau, ne pourront jamais se développer. Et c'est pour ça que c'est là que nous, on est basé dans le sud, donc beaucoup de stress hydrique autour du bassin méditerranéen. Et c'est là qu'on cherche de rétablir le taux de matière organique dans les sols pour permettre aux plantes de survivre, entre guillemets, quelques semaines de plus en attendant la prochaine pluie. D'optimiser la moindre goutte, quoi. Voilà, tout à fait. Alors, je tiens à dire que tu m'avais prévenu avant l'entretien, tu réponds pas forcément aux questions. Effectivement, tu réponds pas à ma question, mais tu as répondu par l'inverse, c'est-à-dire les impacts positifs du compost Microterra. Et juste, enfin, finalement, tu réponds à l'envers à la question, mais ce qui donne les réponses intéressantes puisque tu fais la comparaison. Mais, quand tu nous dis, par exemple, que le compost Microterra permet de capturer 6 kilos d'eau, est-ce que tu as le chiffre ou l'équivalent pour le compost industriel? Non. En fait, si tu veux, je ne mettrai pas trop moi, personnellement, je trouve que les composts industriels, le compost méditerranéen, c'est pas un choix en soi qui pour moi est très important. L'important, c'est que cette biomasse, la biomasse récoltée qui a été produite dans le milieu urbain ou semi-urbain, soit retourne au sol. Et ça, c'est pour moi le défi. Le défi, c'est pas si tu veux, la comparaison entre produits compost industriel ou compost brut à la ferme. Et c'est le défi aujourd'hui, c'est ramener la vie au sol, quoi.
Ouais, et c'est la méthanisation et en fait, la biomasse énergie, utilisation en énergie, qui pour moi en fait, n'est pas directement le besoin qu'on a d'avoir de la matière organique, c'est qu'elle retourne au sol et pas qu'elle produise de l'énergie. Donc c'est là que je vois plutôt une concurrence entre guillemets entre les filières en fait. Et parce que le compost industriel, bon, c'est quelque chose qui se fait, qui se fera toujours et qui a ses propriétés plutôt physiques que biologiques. D'accord. Et donc, si on continue sur un petit peu les particularités du compost microterra, si au moins on continue à se concentrer là-dessus. Ouais. Donc, tu as parlé de capture de l'eau, disons. Est-ce que Ouais. tu as d'autres particularités dont tu peux nous faire part? Oui, bien sûr. Et en fait, l'avantage que cette matière est grossière. Imaginez-vous quand vous coupez une branche d'un arbre, vous le recoupez en petits morceaux, mais qui restent en fait des morceaux visibles de quelques centimètres. Ces quelques centimètres, en fait, vont une fois au sol et vont permettre de couvrir le sol, de le protéger vis-à-vis du soleil, du vent et de l'eau. Donc, tout ce que les permaculteurs appellent le paillage, quoi. Voilà, et en fait, c'est un paillage qui est de quelques millimètres déjà, peut permettre au sol d'être protégé. Donc, de donner un abri toujours aux micro-organismes. Et donc, c'est dans cela que le compost, des composts plutôt bruts peuvent permettre déjà physiquement d'avoir une différence et augmenter les chances de développement aux micro-organismes. Mmh. Et il y a ça, donc c'est une question physique, donc cette petite branche qui couvre le sol donne un abri important à ces micro-organismes. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, à l'intérieur de cette branche, vous avez encore de l'énergie. Ça veut dire qu'il y a encore effectivement ces sucres, ces polysaccharides qui en fait, qui sont vraiment la nourriture pour les micro-organismes du sol. C'est un peu comme nous, quand on mange un céréal, on mange un céréal qui a encore des qualités énergétiques. Imaginez-vous si vous mangez pas la céréale, mais l'enveloppe de la céréale qui donne aucune énergie à nos bactéries. C'est la même chose si on amène un produit qui a été complètement mangé par d'autres micro-organismes et qui finalement, il reste seulement la partie qui est pas très digérable. Digérable, ouais. Et donc, finalement, il y a deux qualités de cette compost. C'est la qualité physique, donc de protection du sol, et la qualité plutôt, entre guillemets, biochimique. Ça veut dire la qualité du potentiel énergétique de cette matière quand il arrive au sol. Et donc, de donner de la nourriture au sol. D'accord. Et donc, ça permet, donc tu l'as dit à l'instant, de protéger le sol, de permettre de nourrir les micro-organismes, de capturer de l'eau. Est-ce que tu en vois d'autres? Et après, c'est bien sûr de fixer du carbone. Donc, entre guillemets, tout le carbone qui en fait est dans l'atmosphère est fixé par les végétaux. Et les végétaux, une fois que cette matière organique elle tombe au sol, cette matière organique, le carbone est absorbé par les micro-organismes du sol et est fixé, entre guillemets, dans une chaîne alimentaire qui reste toujours au sol, dans les premiers centimètres du sol. Donc on parle de 10, 15, 20 centimètres où cette carbone reste et crée un cycle de vie et qui en fait va rester au sol pendant plusieurs années et qui ne va pas donc se volatiliser dans l'atmosphère. Et justement, est-ce que tu peux illustrer, nous donner des exemples d'utilisation de microterra, enfin peut-être tu l'as évoqué plusieurs fois, par des agriculteurs bio, peut-être la situation avant et après? Oui, en fait, par exemple, un agriculteur bio qui s'élance aujourd'hui dans le sud de la France, et par exemple quelqu'un qui veut faire du maraîchage, souvent il récupère des terres, des friches qui ont été auparavant des vignes.
parce que la vigne était il y a 60, 70 ans, 80 ans, était vraiment la culture principale dans le sud de la France. Et c'est que cette monoculture de la vigne pendant plusieurs décennies a appauvri énormément les sols, parce que avant la Deuxième Guerre mondiale, on mettait du fumier, mais après, on a commencé à mettre des engrais chimiques. Donc, le stock de matières organiques a commencé à baisser, et de plus en plus, jusqu'à au jour qu'en fait, la culture de la vigne a été abandonnée dans beaucoup d'endroits, et qu'il reste ces sols qui sont finalement un peu friches, et qui, en fait, n'ont jamais eu une restitution massive de matière organique, parce qu'on est quand même dans le sud de la France, donc les prairies ne s'installent pas forcément, et voilà. Donc, l'avantage pour un jeune agriculteur, par exemple, qui veut s'installer en maraîchage, c'est d'apporter de façon massive de la matière organique, et va lui permettre de transformer son sol en 1 an, 2 ans, un sol qui, s'il avait suivi seulement des pratiques agroécologiques, il aurait mis peut-être 10 ans. Voilà. Donc, en fait, ça permet d'accélérer sa viabilité de sa parcelle, en fait. Ouais, tout de suite, ramener en très très peu de temps beaucoup de vie dans le sol, alors que tu dis, c'est souvent des terrains qui ont été pendant 40-50 ans, ou, enfin depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, finalement, grosso modo, Ouais. j'imagine. Et donc là, tu dis en 1 à 2 ans, on arrive à redonner de la vie comme ça au sol de façon Tout à fait. productive pour un maraîcher, quoi. Tout à fait. Il faut amener un apport massif de matière organique, et en fait, et travailler le sol pour permettre au sol de digérer rapidement cette matière organique. Donc, garder des conditions d'humidité et d'oxygénation intéressantes, ramener des couverts végétaux qui peuvent, entre guillemets, amener rapidement cette microfaune du sol. Mhm. Et l'ensemble, en fait, de ces pratiques écologiques, et le fait d'amener de la matière organique assez fraîche et en quantité, permet de restaurer des taux de matière organique importants, et qui vont créer non seulement beaucoup de matière organique, mais ils vont recréer ce cycle de vie, donc ce qu'on appelle le turnover de la vie. D'accord, ok, excellent. Et est-ce que justement, tu as quelqu'un, un partenaire, un agriculteur dont tu aimerais parler, enfin au moins de l'exemple que ça a fait très concrètement sur le terrain, quoi? Ben là, on a un agriculteur justement qui est en train de mettre en place ces pratiques. Il s'appelle Jean, il est à Générac, et il est en train de transformer son sol. Justement, il était une vigne jusqu'à il y a 3-4 ans, une vigne qui était malade, qui en plus était très vieillissante, et donc il a arraché sur 2 hectares, et il a transformé en culture de maraîchage en sol vivant. Et donc, avec un apport massif de ces matières organiques. Et voilà, juste, il faut faire attention que ces matières organiques soient bien, qui se décomposent rapidement dans les sols. Donc, souvent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment penser que les premiers mois, c'est vraiment, on vise l'assimilation du sol de ces matières organiques, et du coup c'est ce qu'il a fait, et il a généré vraiment entre guillemets les conditions optimales pour tous ces plantes potagères, et il est maintenant un exemple, et il commence à apprendre à d'autres ces techniques, et qui sont en train de se répandre un peu partout en France, de permaculture, du sol, agriculture en sol vivant. Et sur 2 hectares, tu as une idée de la quantité de déchets verts que vous avez dû lui amener? Oui, on parle de plusieurs centaines de tonnes hectares. Ah Donc, oui. oui, nous on pense, bon, entre guillemets, on pense que 100 tonnes hectares, c'est entre guillemets la seuil à pas dépasser, mais ces pratiques des sols vivants, en fait,
préconise même plusieurs centaines, donc jusqu'à entre 200 et 300, 400 tonnes par hectare. Nous, normalement, nos agriculteurs en viticulture ou en grande culture, ils utilisent la dose classique, c'est à peu près 20 tonnes hectare. Mais ces permaculteurs, en fait, ils ont besoin d'un niveau de taux de matière organique et, en fait, entre guillemets, une zone où la plante, les racines de la plante vont capter tous les éléments nutritifs qui est très grande, donc ça peut être sur 15-20 cm, où il y a la matière végétale est en abondance, et presque en surabondance par rapport aux argiles du sol. D'accord, ok. Si on résume aussi, donc non seulement Microterra vous permettez d'accélérer la transition d'un sol mort ou quasi mort, et Dieu sait que malheureusement la problématique elle est assez générale, pas uniquement en France, mais malheureusement dans beaucoup de pays, à un modèle, à un sol vivant, donc qui capture de l'eau, qui retient l'eau, qui capture du carbone, qui redonne vie à à manger aux micro-organismes. Et ça justement, est-ce que tu penses que c'est réplicable en dehors de la région Occitanie où tu évolues? Oui, bien sûr. Mais nous, ce qu'on fait, c'est la liaison entre cet gisement des biomasses qui est important et qui existe partout en France, et qui, en fait, on met en liaison ce monde, entre guillemets, du déchet de valorisation, et on le transforme en un vrai gisement des matières. Et ce gisement, on essaie d'envoyer les flux de ce gisement partout dans les campagnes très proches de ces gisements. Et donc cette pratique, elle peut être faite dans n'importe quel territoire. L'important, c'est d'être en contact avec les producteurs, donc la collectivité qui gère souvent ça, et de l'autre côté, les agriculteurs qui souhaitent utiliser cette matière. Et nous, autre que la liaison, on a une côté expertise, en fait, de la matière. Voilà, il faut comprendre quelle matière est bonne ou pas bonne et pour quel sol. Et c'est pour ça que, en fait, c'est notre expertise qui nous amène à faire ça. Mais cette expertise peut être réplicable partout en France et peut être apprise. Et en fait, cette liaison entre les deux mondes, elle peut être pratiquée partout. D'accord. Et qu'est-ce qui te semble nécessaire pour mettre ça en place? Donc, tu l'as évoqué, il y a une formation, il y a une connaissance, mais est-ce qu'il y a un contexte particulier, si ce n'est, je pense, une certaine ouverture d'esprit peut-être de la collectivité, ou au moins une prise de conscience? Oui, disons qu'il y a 10 ans, on avait du mal à faire valoir nos idées. Donc, quand on parlait du compostage de la ferme il y a 10 ans, les collectivités pensaient toujours à des petits tas expérimentales qui ne pouvaient pas, en fait, développer beaucoup de valorisation des matières. Mhm. Et là, j'ai perdu le fil. Ouais. T'inquiète, non. C'était surtout qu'est-ce qui te semble nécessaire donc pour pouvoir être répliqué. Donc j'évoquais la connaissance du procédé que vous avez mis en place, mais aussi l'oreille attentive des collectivités. Donc ça c'est tu nous l'as évoqué à l'instant, c'est que vous l'avez nettement plus aujourd'hui que vous l'aviez avant. Ouais. Est-ce que tu vois d'autres éléments qui sont nécessaires justement pour développer cette revitalisation des sols par la bonne gestion des déchets verts? Oui, en fait, aujourd'hui, il y a une prise de conscience globale de la part des agriculteurs qui a besoin de cette matière. Donc, la prise de conscience aujourd'hui est là, chose qui peut-être n'était pas là il y a 10, 15, 20 ans. Donc, la prise de conscience sur les sols vivants est là. Maintenant, il faut que cette matière organique qui est présente dans chaque territoire, elle soit utilisée au bon fin. Ça veut dire qu'elle soit utilisée pour ramener de la vie au sol chez les agriculteurs. Et aujourd'hui, comme je disais précédemment, en fait, la question, c'est il y a des choix qui sont faits. Et ces choix, elles sont souvent économiques et ils ne prennent pas en compte
tous ces bienfaits systémiques qui peut amener cette matière, et ils prennent en compte que la partie économique. Donc, en fait, on pense toujours la biomasse, donc cet déchet, entre guillemets, toujours déchet vert, parce qu'ils l'appellent toujours déchet, ces déchets, et on en fait de l'énergie. Et aujourd'hui, faire de l'énergie avec la biomasse, c'est pas intéressant, parce que l'énergie, on peut la faire avec autre chose, des éoliennes, surtout capteurs solaires, mais faire de l'énergie avec de la biomasse, c'est pas viable, parce que la biomasse, elle est là pour retourner au sol. C'est sa seule fonction. Et la biomasse n'est pas là dans la nature. On n'a pas de la biomasse qui est utilisée pour faire de l'énergie. L'énergie qui est là, elle doit retourner au sol. Ça veut dire qu'elle doit nourrir le micro-organisme. Donc ça, c'est pour moi le défi des prochains 5 ans, c'est faire comprendre aux collectivités qu'aujourd'hui, il y a un vrai besoin et une urgence de donner vie au sol pour différentes raisons, comme on a évoqué, donc de fertilité, de stockage de carbone, mais que cette finalité, elle doit rester concentrée sur le retour de la matière dans les sols et qu'il ne faut pas produire de l'énergie avec cette matière parce qu'on n'en a pas assez. On n'en a pas assez, nous on le sait, il faut absolument planter des arbres partout parce que c'est eux les capteurs solaires qui transforment cette énergie solaire en polysaccharides, en sucre, et c'est les seuls qui peuvent faire ça. Donc aujourd'hui, il faut planter des arbres, il faut planter des haies partout pour qu'on puisse avoir encore plus des matières végétales et donc des biomasses pour redonner vie et fertilité au sol. Donc en plus de tout ça, tu redonnes aussi de belles perspectives pour la biodiversité, notamment locale, etc. Enfin, je pense que toute cette idée de replanter des arbres, c'est vertueux à tout point de vue, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais en fait, souvent, on pense planter l'arbre aujourd'hui pour un concept d'agroforesterie. Nous, on voit aussi planter l'arbre comme vraiment producteur de biomasse. Et ça veut dire qu'il faudrait, plutôt que faire des champs de blé, il faudrait faire des champs d'arbres qui produisent de la biomasse et qui ne sont pas des arbres fruitiers, hein, c'est des arbres à très forte rotation et à production très rapide, qui en 3 ans, par exemple, ils peuvent produire des dizaines de tonnes de biomasse dans un hectare. Et c'est quel type d'espèce d'arbre que tu recommandes? Et c'est des arbres, les peupliers par exemple. Ouais. On peut couper un peuplier tous les 3 ans et ces peupliers, il va repousser. Donc tu veux dire une sorte d'élagage régulier, quoi? C'est ça. C'est ce qui s'est fait dans certaines entre guillemets activités d'agroforesterie, mais c'est toujours à la marge pour l'instant. C'est pas assez répandu. Il faudrait vraiment que chaque territoire puisse avoir ces champs de production de biomasse, donc ces champs des peupliers par exemple, et peut-être amener un petit peu de diversité pour éviter de faire tout le temps les mêmes erreurs aussi. Bien sûr. Mais aider là, en fait, produire de la biomasse pour les sols agricoles alentour dans ces territoires. Voilà. En fait, nous, ce qu'on vise, c'est avoir des territoires autonomes en biomasse. Ouais. Qui soient autonomes à niveau de la fertilité des sols. Et puis surtout qu'ils soient proches des agriculteurs pour éviter au maximum les distances et les coûts logistiques, quoi. Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu dommage que quand même on est dans l'agriculture biologique, on fasse venir des matières de très bonne qualité, mais qui viennent de 300 km, 400 km. Ah oui, d'accord, ouais, c'est toujours d'actualité, ça. C'est toujours d'actualité et c'est une problématique qu'en fait, voilà, il y a des productions de sélectionner des matières organiques qui fertilisent les sols pour les sols qui sont agriculteurs biologiques, mais qui viennent de très loin. Oui, surtout que les gens ont tendance à oublier que, enfin, ça c'est possible justement parce que le pétrole est accessible, mais ça, il faut bien prendre en compte que dans quelques années, ce sera sûrement moins le cas et donc les gens s'amuseront pas à transporter de la matière organique qui vient de 300 ou 400 km, donc c'est très important ce que tu dis là. Et donc l'autonomie des territoires vis-à-vis vraiment de la sécurité alimentaire. Si on veut avoir de la sécurité alimentaire dans un territoire, dans une agglomération, dans une communauté de communes, il faut envisager de planter des arbres pour avoir de la biomasse et pour la distribuer aux alentours chez les agriculteurs. C'est la seule solution.
ça suffira même pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui déchets verts, ça suffira pas. Ça peut couvrir peut-être 10% des besoins. Voilà. Ah oui, d'accord. Il y a un vrai besoin de replanter. Ok, excellent. Ok, très bien. Enfin, merci pour ces enseignements, Nicolas. Si tu avais des conseils pour des gens qui nous écouteraient et qui souhaiteraient justement mettre en place tous ces projets, que ce soit des collectivités ou même des particuliers ou des entreprises, qu'est-ce que tu recommanderais pour justement, mis à part planter des arbres, comme tu l'as bien expliqué, pour avoir une meilleure résilience des territoires finalement? Déjà, il faudrait que quand vous êtes quelqu'un de motivé, que vous avez compris les enjeux, vous allez voir quelqu'un qui en fait participe à la vie publique de votre collectivité et vous lui expliquez la problématique et souvent de dire dans cette collectivité, qu'est-ce que vous en faites de cette matière végétale et donc dire que vous récoltez chez les particuliers et donc déjà de l'influencer, de lui expliquer et essayer de faire la liaison avec l'agriculteur. Voilà. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose à faire, si vous êtes intéressé, c'est de vous former à l'agriculture, entre guillemets, pour comprendre vraiment quelle matière organique il faut. Voilà. Mais une fois que vous avez un côté technique et un côté entre guillemets relationnel et vous mettez les deux choses ensemble et vous pouvez gérer des flux de cette matière dont les sols ont tant besoin. Donc ça, c'est le premier aspect on va dire, on peut identifier tout ça. Est-ce que tu vois d'autres conseils? L'autre conseil, c'est si vous voyez que votre solution ne marche pas tout de suite, essayez une deuxième solution, passez par les côtés purement agriculture, le côté circuit court, le côté de pas faire des gros trajets, donc d'impliquer plusieurs Minimiser acteurs. les distances au maximum, quoi. Voilà. Et surtout d'impliquer beaucoup d'acteurs autour de votre projet. En fait, nous, on est arrivé à pratiquer notre projet parce qu'en fait, on se disait, on est un bureau d'études, donc on n'a pas d'outils, entre guillemets, mécaniques, mais on met en place tous ces réseaux d'acteurs qui travaillent autour du même projet. Et ça peut se faire dans tous les territoires, mais c'est avec ces réseaux d'acteurs que vous avez un seul objectif, c'est ramener cette matière au sol. Et si tous les acteurs sont conscients de cet objectif et qui voulaient, en fait, les managers, vous les mettez ensemble vers cette but, vous y arriverez en fait. Ouais, il faut que tu arrives à faciliter la coopération entre les acteurs, dire que finalement ils ont tous à y gagner à travailler ensemble, c'est juste qu'il faut ouvrir les yeux, quoi. Mais aujourd'hui, il faut dire, on est dans une période de transition. Donc moi déjà il y a 10 ans j'étais dans une transition. C'est difficile parce qu'en fait encore il y a beaucoup de entre guillemets des choses qui se font qui sont vraiment contre ce sens commun et donc il faut vraiment aller au fond de la question et pour résoudre la problématique qui est très vaste et qui en fait souvent on s'arrête à la surface parce que moi je connais des collectivités qui ils parlent de beaucoup de cette par exemple indépendance à niveau agroécologique et alimentaire autour des territoires, mais qui en fait, il dédie cette matière organique, cette biomasse, par exemple, seulement pour l'énergie. Et donc, en fait, c'est entre guillemets, un contresens parce qu'en fait, vous voulez que produire de l'agriculture durable autour d'une ville, mais si vous ne leur donnez pas les moyens, c'est d'abord créer la fertilité. Donc, en fait, il faut vraiment percer cette réalité et dire non, mais là il y a une nouvelle réalité qui nous demande, qui est pas seulement économique, mais c'est un vrai enjeu pour les futures années. Et en fait, il faut absolument que cette biomasse reste à l'intérieur du territoire et qu'elle retourne au sol. C'est vraiment une question de résilience, Voilà. Ouais. Et puis d'impact systémique, parce que s'il y a une meilleure gestion de l'eau, une meilleure capture du carbone. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander, parce que tu nous as dit,
c'est 6 litres d'eau par kilo de compost déposé, mais est-ce que tu as un chiffre de capture du carbone à nous donner? Parce que je pense pas que tu nous en as fait part. Environ, quand vous amenez 10 tonnes de matière organique, vous stabilisez au sol à peu près 35 tonnes de CO2. Voilà. Oui, 35 tonnes, ouais. Voilà. Donc, disons que c'est clair que chaque fois que vous baissez un taux de matière organique, vous débloquez dans les sols des dizaines et des dizaines de tonnes qui vont en tant qu'ils viennent des CO2 dans l'atmosphère. Donc attends, ça c'est quand même assez incroyable parce que si je reprends ton chiffre de tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu dis 100 tonnes ramenées par hectare, ça veut dire que par hectare, potentiellement, on peut capturer 350 tonnes de carbone à chaque fois qu'on dépose le compost tel que tu l'as imaginé. Ouais. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc c'est une solution de stockage. Effectivement, c'est une solution de stockage, mais il faudrait que cette matière soit très abondante. Et en fait, cette matière est encore assez rare. C'est pour ça que de l'autre côté, il faut produire de la matière organique en grande quantité pour qu'elle puisse être stockée dans les sols. Et chose qu'aujourd'hui, c'est pas le cas en fait. On stocke pas assez de matière organique et dans tous les cas, il n'y a pas assez de gisements importants à niveau des territoires. Parce qu'aujourd'hui, on produit environ 100 kilos par habitant. Oui. En fait, il faudrait produire peut-être 1 tonne par habitant pour être indépendant à niveau de la matière organique. Ah, tu dis 100 kilos parce que tout à l'heure j'ai entendu 5 kilos. Non, c'est 100 kilos. Aujourd'hui, on produit 100 kilos par habitant D'accord. des matières organiques végétales. Et donc tu dis il faut plutôt tendre vers 1 tonne, quoi. Oui, on n'a pas suffisance pour nos agriculteurs bio. De nos réseaux, on est en déficit constant. Ok, écoute Nicolas, je te remercie sincèrement pour cet entretien, pour toutes ces infos. Enfin moi je trouve que ce que vous faites chez Microterra c'est extraordinaire, c'est vraiment passionnant. Et est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à tout ce que tu nous as dit aujourd'hui? En fait, je vous remercie aussi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, dans tous ces projets et cette économie verte qui est en train de grandir, il faut absolument tenir le cap. Et je pense qu'à niveau des individus, c'est pas facile parce qu'on connaît des situations économiques qui vont pas permettre aux gens de garder leur projet pour très longtemps. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de se mettre à plusieurs pour garder le cap pour ces solutions et montrer que ces solutions finalement marchent. Mais je sais que dans tous les cas, ça va pas être facile. Il y a beaucoup de freins à niveau des sociétés parce que bon, comme on discutait tout à l'heure, et aujourd'hui le business model c'est plutôt économique, c'est pas assez social et écologique. Et donc quand vous voulez refaire votre vie en donnant du sens et en créant une activité qui entre guillemets, qui est à l'intérieur du cycle de la vie, de la vie biologique de la planète, en fait, la seule solution, c'est tenir le cap, mais c'est pas évident. Donc, je souhaite bon courage vraiment à ceux qui souhaitent prendre cette voie, qui n'est pas facile, mais qui en fait aura un impact très important. Ok. Par la suite. Et si les gens veulent te contacter pour prolonger les échanges, ils font comment pour te contacter? Alors, ils vont sur les sites de Microterra. Donc, Microterra, et on a un site, bon, il y a mes contacts, et bien sûr. C'est microterra.fr de se souvenir ou .com? .com. Et je suis vraiment très heureux de parler avec tout le monde. C'est ce que je fais très souvent, des gens qui m'appellent, qui me posent des questions. J'ai souvent des gens qui m'appellent et à qui j'explique aussi des modèles économiques viables, parce que malheureusement, pas tous les modèles sont viables. Voilà. Ok. Bon, génial. Encore bravo à toi et Catherine pour tout votre travail et je trouve ça magnifique. Et puis, au plaisir de continuer à en discuter. Et puis à très bientôt, Nicolas. Merci, Bruno. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Bravo, vous avez écouté cet épisode jusqu'à la fin.
Partagez-le autour de vous et notez-le 5 étoiles sur iTunes pour le diffuser auprès du plus grand nombre. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet épisode, notre invité ou nos services, contactez-nous par mail à hello@circulab.com. C'était Justine Laurent et Brieux Safré pour le podcast Activer l'économie circulaire. À bientôt pour un prochain épisode.